Parler du Népal aujourd'hui, notre programmation puis nos différents voyages pour 2025. Avant ça, un petit mot pour Caravanier. Certains nous connaissent déjà, d'autres un peu moins. Alors, je fais toujours un petit mot pour présenter l'équipe. Caravanier existe depuis 1998, donc ça fait 26 ans, ça peut plus maintenant. Donc, on propose essentiellement des voyages de randonnée, de trek à travers le monde, aussi des expéditions en kayak. On est une petite équipe, pardon, au bureau, peut-être une dizaine qui travaillons autant au bureau et guidons aussi la plupart de nos voyages. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une belle connaissance autant terrain que toute la logistique en arrière, la préparation des voyageurs. Et évidemment, ben, on a aussi toute une équipe de guides qui sont un peu plus, je dirais, indépendants, mais qui gravitent toujours autour de Caravanier depuis parfois plus de 20 ans. Donc, puis des nouveaux aussi qui s'ajoutent dans la gang, ce qui fait on est quand même une belle gang assez petite pour continuer d'avoir le plein contrôle sur ce qu'on fait et de pouvoir laisser aller toute notre créativité, mais assez grande aussi pour se donner justement les moyens de les réaliser. Donc voilà pour l'équipe Caravanier en quelques mots. Présentation aussi du volet Agir de Caravanier, qui est important aussi en tout cas en termes d'éthique, de conscience d'entreprise qu'on peut avoir depuis longtemps. On sait pertinemment que voyager a un impact. On essaie justement de le faire en tout cas de le faire de façon plus responsable. Donc, ça passe par plusieurs actions. Puis, toutes ces actions sont toujours vouées à évoluer, à se renforcer aussi. On reste pas sur des acquis. Donc, ça va vers que ce soit des nouvelles certifications ou bref, on essaye toujours d'avoir aussi une belle conscience et d'être le plus responsable. Donc, ça passe. J'y viens donc planétaire. Tous nos voyages sont compensés carbone pour l'aérien depuis, je pense, 2010 qu'on a commencé de planétaire, en 2008 ou 2010, quelque chose comme ça. Donc, tout est calculé à chaque fois sur le montant de vos voyages. C'est automatiquement inclus dans le prix que vous voyez en ligne. Planétaire, c'est un organisme québécois. Puis, en tout cas, la plupart du temps, là, les fonds qui sont reversés à Planétaire vont vraiment dans des actions qui sont plus à portée sociale, je dirais, internationale. Entre autres, pendant plusieurs années, on a, m'excuse, on a envoyé on a fourni en fait à plusieurs villages reculés du Kenya des fours solaires. Et là, depuis quelques années maintenant, c'est au Népal aussi qu'on fournit des fours solaires grâce, en tout cas en passant par Planétaire, par son entremise. Donc, pour fournir des fours solaires dans plusieurs villages assez isolés. Alors, des actions, vous pouvez revoir toutes les actions aussi sur notre site. On a vraiment tous les liens là si vous voulez en savoir plus. 1% pour la planète, on est membre de l'organisme du mouvement mondial depuis 2018 pour nos 20 ans, ce qui fait qu'on reverse 1% de profit de chacun de nos voyages à l'organisme 1% pour la planète via donc le mouvement en fait en place avec l'AEQ, ce qui nous permet aussi d'avoir vraiment une concentration et un plein contrôle un peu de savoir où va l'argent qui est ramassé pour des projets vraiment environnementaux, puis cela vraiment géolocalisé au Québec. Donc, ça fait quelques années maintenant. L'année dernière, par exemple, on a vraiment encouragé plusieurs projets là, environnementaux au Québec, mais le plus gros montant qui a été remis était pour la protection de la rivière Macpaï. Donc, même chose, vous pouvez retrouver aussi plus d'informations sur le site. Un petit mot aussi sur le principe sans trace, qui est un principe qu'on essaye vraiment d'appliquer sur toutes nos destinations. Tous nos guides sont sensibilisés, formés pour le principe sans trace. On essaye évidemment de sensibiliser nos voyageurs à essayer d'être le plus léger possible quand on visite une destination. Ça passe par nos équipes locales aussi. Bref, on est toujours aussi avec la réalité du terrain et des pays qu'on visite. Alors voilà pour les différentes actions qu'on met en place dans le volet Agir chez Caravanier.
Bon, François-Xavier n'est pas encore arrivé, mais je le présente rapidement. Donc, on est deux, en fait, chez Caravani à parler vraiment et à travailler sur le Népal. Donc François-Xavier, qui a une longue expérience en Himalaya, qui est vraiment un homme de haute montagne, qui a gravi plusieurs sommets, qui s'occupe surtout du volet haute montagne chez Caravani, entre autres avec le Merapi, dont il pourra vous parler plus tard. Et donc une belle connaissance du Népal personnellement. De mon côté, mais ça fait aussi quelques années que je travaille chez Caravani. Je m'occupe principalement de nos voyages en Afrique, mais également de nos voyages en Himalaya, que ce soit au Népal ou en Inde. J'ai eu la chance de voyager aussi au Népal puis découvrir cette merveilleuse région du monde. Et je suis très heureuse de me replonger aussi dans les photos en vous parlant de ce pays. Alors, ça, c'était ma petite carte qui vous permettait vraiment de vous situer un petit peu. L'Himalaya, là, c'est vraiment une longue chaîne de montagnes de des milliers de kilomètres en Asie qui se trouve vraiment entre, en fait, c'est des plaques qui ont été confrontées il y a des milliers d'années entre l'Inde qui est venue frapper le continent euro-asiatique. C'est ce qui a créé cette chaîne de montagnes immense qui peut aller du Kyrgyzstan, Tadjikistan, qui longe et qui prolonge comme ça pour aller rejoindre quasiment le haut de la Thaïlande. Donc vraiment une chaîne de montagnes où c'est vraiment concentré avec des immenses sommets, les plus hauts de la planète en fait s'y retrouvent. On a les 14 8000 mètres, il y a plus d'une quarantaine de 7000 mètres. Donc c'est vraiment la région du monde, la chaîne himalayenne là où se concentrent les plus hauts, les plus beaux sommets de la planète. C'est une région, je dirais que c'est un petit paradis pour ceux qui cherchent vraiment les montagnes, la randonnée, une première immersion d'un long trek. C'est difficile de trouver plus bel endroit, je trouve, pour vraiment s'initier ou simplement, je veux dire, la plupart des personnes qui vont au Népal y retournent parce que vraiment la piqûre est rapide. En tout cas, on a vite le goût de retrouver ces montagnes qui sont quand même assez uniques et ouais, vraiment. Je continue avec mes petites cartes. Aujourd'hui, on va vraiment parler juste du Népal. On a une autre conférence plus tard en octobre où on va aussi parler de l'Himalaya indien. Là, on voyait sur la carte, il y avait aussi dans cette présentation-là, normalement, nos deux voyages qu'on offre en Inde qui sont plus au Ladakh et dans la région de l'Uttarakhand. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer plutôt au Népal. Donc, je vais juste avancer un petit peu. C'est ça. Voyage au Népal, on a le pays Sherpa, qui est notre voyage le plus court. Ensuite, on va parler de la vallée de Tamé, qui est donc nous aussi notre autre voyage qu'on offre très régulièrement chez Caravani, qui est un petit peu plus long. Pour 2025, on est en train de travailler sur des nouveaux itinéraires. Donc, il va y avoir des petits nouveaux qui vont faire leur rentrée. Aujourd'hui, on vous en parle un peu en primeur, puis avant que ça soit officiel, en fait, officiellement mis en ligne, le tout va être mis d'ici la fin d'année. Mais donc, on va avoir un nouvel itinéraire dans la vallée de Tsum. En fait, on l'a proposé pendant longtemps, la Tsum et le Manaslu. Là, on est en train de travailler sur un autre itinéraire qui va vraiment se concentrer dans la vallée de Tsum. On va aussi avoir un nouvel itinéraire plus à l'est qui va rejoindre le Kanchenjunga, qui est un des 8000, pour aller rejoindre la région du Makalu. Donc, ça va être aussi un long trek qu'on va offrir certainement à l'automne prochain. Et le Merapic, qui est donc notre voyage un peu plus d'alpinisme pour l'initiation, en tout cas à l'alpinisme et ce sommet-là, d'un 6000 mètres et plus. FX va pouvoir vous en parler tantôt, mais il y a aussi une conférence sur les 7 plus belles montagnes que Caravani va offrir dans les 2 prochaines années, là, vraiment un calendrier échelonné. Et donc le Merapic en fait partie et il y aura certainement un peu plus de contenu et d'informations sur sur ce voyage dans les prochaines conférences qui est, je pense, la semaine prochaine. Donc, rapidement, pour vous situer aussi les petits voyages dont on va parler aujourd'hui. Donc, notre arrivée, ça va être Katmandou, Bhaktapur. Ensuite, Pays Sherpa, on va vraiment se retrouver dans la région un peu de l'Everest, donc dans l'ombre de l'Everest pour le Pays Sherpa, la vallée de Tamé. Moi, je vais vous présenter les deux, puis vous allez voir qu'il y a vraiment une sorte de corrélation entre ces deux voyages. Ensuite, on a un petit peu plus à l'est, vraiment complètement à l'est, le Kanchenjunga, Makalu, le Merapic ici, et la vallée de Tsouk qui va vraiment aller rejoindre une autre région du Népal complètement différente, ethnie différente. Donc, on arrive dans la vallée de Tsoum, puis la région du Manas pour ce voyage-là. Je vois qu'Afix arrive, donc il s'en vient. Katmandou, Bhaktapur. Donc, dans tous nos voyages au Népal, vous allez arriver à Katmandou et Bhaktapur pour cette introduction.
Allô? Donc, Katmandou, on a fait le choix de pas... on y atterrit, l'aéroport international s'y trouve, mais on fait le choix d'y consacrer plus de temps, surtout à la fin du voyage. En arrivant, comme dans plusieurs de nos voyages chez Caravanier, on essaye de faire une arrivée peut-être un petit peu plus en douceur, dans un endroit souvent un petit peu plus préservé ou en tout cas un peu plus intime ou avec un peu plus de charme ou quelque chose qui nous permet d'arriver et d'être un peu plus relax. Ce qui fait que Bhaktapur s'y prête énormément. Ça fait partie des petites des villes impériales qu'on retrouve autour de Katmandou qui sont très très charmantes, plus calmes, comme je disais, que ce qu'on peut trouver dans le tumulte de Katmandou. Est-ce que je te présente ou pas encore? Est-ce que là, t'es à moitié, pas encore? Ok. Donc, Bhaktapur, c'est ça, ça va être notre introduction. On va continuer avec les petites photos. On aime vraiment beaucoup cette... Non, Voilà. on aime vraiment passer nos deux premières nuits ici. Donc, ça permet de se déposer aussi, de se préparer tranquillement. La ville est vraiment charmante. Encore une fois, tous nos sens sont mis à l'épreuve quand on visite Bhaktapur. Autant, ben, c'est ça, tout change. Autant les couleurs, les odeurs, que ce soit... en tout cas, c'est super coloré, c'est super charmant. Moi, j'aime beaucoup Bhaktapur. Il y a des super beaux temples aussi qu'on peut visiter. Euh, T'as quelque chose à ajouter, ça va? Non, il faut savoir que, ben, bonjour tout le monde. Faut savoir que Bhaktapur aussi, c'est une ville, une ancienne cité-État qui constituait le Népal avant l'Union de 1759. Et puis, son cœur historique a été préservé par l'UNESCO, ce qui fait en sorte qu'il y a une grosse limitation de la circulation de voitures, par exemple. Il faut aussi apporter une contribution financière pour pouvoir avoir accès à l'enceinte. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a quasiment un petit voyage dans le temps en étant dans les rues de Bhaktapur avec une certaine tranquillité, je vous dirais, en comparaison à d'autres quartiers. Je dis certaine ou relative tranquillité. Ouais, tout à fait. Là, j'ai comme eu un petit bug dans le diapo, donc ça passait plus. Ça, c'est plus Katmandou, c'est ça, quand on passe à la fin. Donc, on termine à Katmandou. Non. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il y a donc différents sites. Il faut savoir que la portion Katmandou, la région de Katmandou, elle est commune à tous nos voyages, sauf qu'elle est subjective à nos guides. Donc, selon qui encadre le circuit de voyage, ben, il y aura des visites ou des expériences qui seront particulières. On vient de voir le site de Pashupatnath, qui est c'est sur le bord d'une rivière qui s'appelle la Bagmati, qui est un affluent du Gange. Donc, tu sais, il y a toute une connotation spirituelle hindoue puissante. On honore Shiva là-bas. Et on peut donc assister à toutes sortes de rituels menés par des brahmanes, évidemment des crémations. Donc, on essaie d'avoir un regard assez respectueux, un peu distant par rapport à ça, mais ça fait partie quand même de la réalité, d'une des réalités possibles de notre exploration de Katmandou. Yes. Genre de Ou point de vue ça. qu'on regarde. Encore plus moderne ou sarcastique quand on est sur le haut temple de Swayambhunath au coucher du soleil. Le voici Ouais. donc. Good. Ça, c'est moi qui y allais? Ok. Peuple Sherpa, ça va me faire commencer l'introduction. Il y a plusieurs ethnies au Népal. Il y a plus d'une centaine d'ethnies au Népal, mais souvent la plus connue puis la plus répandue, ça va être les Sherpas. On entend souvent les voyageurs, mais même ailleurs dans le monde, parler de Sherpas pour qualifier souvent des porteurs. Mais à la base, ce sont un peuple qui sont originaires du Tibet et qui se géoconcentrent au Népal plutôt à l'est. Donc, parce que Sherpa, le mot Sherpa signifie peuple de l'est, hein, tibétaine. Donc, on les retrouve beaucoup dans la région de l'Everest. Ils se sont établis au Népal, je pense, au 15e ou 16e siècle, puis ils sont vraiment concentrés plutôt dans la région de l'Everest. On les retrouve aussi un peu plus à l'est, dans la région du Kanchenjunga et du Makalu, mais ils parlent pas tout à fait le même dialecte Sherpa, en fait. Ils ont quelques nuances encore.
Donc, c'est ça. Donc, les Sherpas, donc avant tout, un peuple, une ethnie qui sont originellement des agriculteurs, des éleveurs, etc. Puis qui, au fil du temps, ont fini par développer aussi une profession, que ce soit de porteur, de guide de haute montagne, qu'on retrouve énormément. Et donc, c'est l'ethnie finalement majoritaire de la plupart de nos voyages. Ce sont donc des Sherpas qui nous accompagnent. Dans nos voyages, donc dans peu importe là, l'itinéraire au Népal, c'est de façon générale, donc vous êtes accompagné par une grande équipe, essentiellement porteurs. On va avoir toute une équipe de cuisine, des guides népalais aussi avec nous pendant la marche. La plupart de nos itinéraires sont guidés aussi par un guide caravanier d'ici, québécois, francophone. Alors, ça, c'est Andy, un de nos guides Sirdar, donc Sirdar qui est le guide principal. C'est Dawan, c'est ça? L'antenne. Ah, fuck, j'ai oublié son nom. Daniel. Oh, Damien. Donc, rapidement, c'est ça, le peuple Sherpa, petite présentation. Ça me fait penser, ça me fait juste rebondir sur le fait qu'on a quand même un lien assez particulier, je dirais, avec eux, surtout avec notre équipe locale, en fait. La façon dont on a bâti notre équipe au Népal date depuis les tout débuts. En 98, en fait, Babou Chéri Sherpa, qu'on ne voit pas, je pense, ou plus tard, il me semble qu'on avait, non, ouais, en tout cas, qui est un alpiniste de renom au Népal qui a gravi, qui a battu plusieurs records d'ascension de haut sommet, d'être resté plus de 21 heures au sommet de l'Everest sans oxygène. Bref, on a débuté en fait nos explorations au Népal grâce à Babou Shiri Sherpa, qui est décédé dans les années 2000. Et donc depuis, on continue avec entre autres Tendi qu'on a vu sur les photos précédentes, qui est son frère, donc qui continue aussi de guider nos voyages, nos itinéraires. Mais donc on a toujours gardé un lien avec en tout cas Babou Shiri. Il y a une fondation aussi qui a été créée au nom de Babou Shiri à l'époque, donc on a pu participer à la construction d'une école. Et donc voilà, donc on continue de passer dans la région qui a vu grandir justement Tendi, Babou, et donc j'y viens là avec l'itinéraire Pays Sherpa qui se concentre justement dans cette région-là. Ça, ces photos-là, j'essaie de me rappeler, on les a mises dans l'idée juste parce que ça, je pense, ça donne aussi une belle vision globale de l'ambiance qu'on veut donner à nos voyages au Népal. C'est cette liberté qu'on peut avoir à travers les campements. J'essaie de placer pourquoi ma diapo passe pas. Donc, la plupart du temps, on dort en tente, en camping. Il peut y avoir aussi des nuits en lodge. On est en train de travailler d'autres itinéraires aussi avec des nuits en lodge aussi exclusivement, mais la plupart du temps, ça va être des nuits sous tente, ce qui nous laisse aussi la chance de pouvoir avoir des matins au soleil, en plein air, quand il fait beau, on en profite. On mange. Est-ce qu'il y avait un mot sur la gastronomie? Ouais, c'est ça, c'était la vie sur le campement, je pense, ces diapos-là. Donc, vie sur le campement, c'est ça, on fournit les matelas, les oreillers, c'est somme toute assez confortable en termes de confort. Ça reste des tentes 3 places, puis on est toujours deux dedans. Donc ça reste du détail, mais donc on fournit tout le nécessaire de camping, puis toute l'équipe est là aussi pour nous aider. Dans le fond, c'est comme un clé en main, pas grand-chose à penser à part son équipement et à marcher. On s'occupe du reste. Question nourriture, c'est sûr qu'au Népal, selon les régions, historiquement, c'est limité. On peut faire quelques parallèles avec aussi le Québec d'une autre époque. Donc, par la dureté du climat, disons, ça rend la diversité un peu plus complexe. Mais on essaie évidemment de faire varier ça le plus possible avec les apports supplémentaires qu'on aura d'ici, même de Katmandou. Mais il faut quand même s'attendre à une cuisine qui est bien carbs. C'est riche. C'est riche, c'est soutenu, ça tient au ventre. Donc, il n'y a aucune carence et aucune carence en termes de relativement variété et de quantité, c'est certain. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à une grande expérience culinaire lors de nos treks. On fait le mieux qu'on peut. On travaille beaucoup l'âme, donc faire rehausser l'expérience pour que finalement le reste passe mieux. Mais ça reste que plutôt la diversité ou l'expérience culinaire, on va plutôt la vivre en ville, à Katmandou puis à Bhaktarpur.
Rapidement, parce que là, on était en train de parler de l'équipement, les chaises sont fournies. Nous avons passé 2 semaines par terre au Maroc. Bah oui, c'est sûr que le volet culturel joue beaucoup. Donc, au Maroc, c'est par terre. Au Népal, on fournit des chaises de camping. Donc, voilà. Ok, donc on vient dans le vif du sujet avec les 2 voyages qu'on propose justement dans le pays Sherpa ou dans cette région-là de l'Everest. Le voyage pays Sherpa, donc on a 2 voyages bien indépendants, mais vous allez voir que le pays Sherpa vient aussi se greffer au voyage dans la vallée de Tamé. Donc je vais quand même présenter d'abord le pays Sherpa, puis ensuite je vais enchaîner sur la vallée de Tamé, c'est vraiment la grosse nuance entre les deux. Pays Sherpa, c'est notre voyage le plus court actuellement qu'on a sur le site au Népal. C'est à peu près 11 jours de trek, un voyage de 20 jours. Cette année, on va le proposer une ultime fois à l'hiver prochain, en pleine période de Nouvel An tibétain, donc avec une arrivée pendant le Losar pour la période du Nouvel An, donc pour assister aux festivités quand on sera à Bhaktapur. Alors, c'est toute une expérience culturelle quand même assez unique à vivre. Et ensuite, on va faire le déroulement du trek tel qu'on a l'habitude de le faire. Donc, la région de Pays Sherpa, je pensais que j'avais une carte, mais non. Donc, on parle des collines du Solu. Le Solu, donc cette région-là, le cœur du pays Sherpa, de la vallée en fait du Solu. On parle de collines, mais on s'entend que les collines sont un petit peu plus hautes que celles qu'on imagine ou qu'on peut avoir dans le coin. On est quand même entouré de 6 000, 7 000 mètres tout au long de l'itinéraire. Alors oui, on est un petit peu plus en bas. On est vraiment dans l'ombre, par exemple, de l'itinéraire du Khumbu, là, qui va vraiment rejoindre le camp de base de l'Everest, qui est peut-être un peu plus fréquenté. Là, le pays Sherpa, on est vraiment au cœur d'une région qui a justement vu grandir aussi beaucoup des personnes de notre équipe locale. Donc, il y a un volet culturel qui est quand même très fort, très marqué dans ce trek-là. Il y a un beau contraste aussi en termes je veux dire, de paysage, parce qu'on va quand même débuter relativement bas. On commence autour de 2000, 2500 mètres. Donc, on est comme c'est très verdoyant, là. On peut être dans une ambiance, un esprit vraiment de jungle quasiment. On est dans des bananeraies avec des sommets peut-être enneigés au loin. Donc, ça peut être très, très contrasté en termes d'ambiance. Donc, en termes de paysage, pays Sherpa un peu plus bas en altitude, donc plus verdoyant, mais on va quand même monter progressivement, ce qui fait que l'altitude et l'acclimatation à l'altitude est vraiment optimale sur ce type d'itinéraire. Un voyage en tout cas, une région que j'aime beaucoup parce que c'est justement notre introduction aussi pour la vallée de Tamé qu'on fait un peu plus tard là dans un autre itinéraire. Mais donc, je trouve que ça vient vraiment ajouter le volet culturel, partage, très présent. Les Sherpas, donc l'ethnie des Sherpas ont comme religion le bouddhisme tibétain qui est très présent dans cette région-là. Donc, on a la chance aussi d'assister à des cérémonies, d'aller visiter des monastères. On peut être invité, là on voyait Tendi dans sa maison, on peut être invité à prendre le thé assez régulièrement par de la famille, des amis, ou bref, on va rendre visite à la sœur de Tendi, ce qui crée vraiment des moments assez privilégiés, puis on a un contact peut-être un peu plus intime avec l'équipe, avec justement ces populations qu'on visite. Donc ça crée vraiment un lien assez particulier dans cette vallée-là. On voit vraiment là, le type de paysage qu'on rencontre. Donc là, effectivement, on passe aussi par l'école dont je vous parlais tantôt, qui a été construite il y a plusieurs années, par laquelle on passe encore, puis Caravani avait aidé dans la mise en place de cette école. Donc on y passe toujours. On commence on commence en fait par aller visiter la cité monastique de Tumten Chonim. Je sais pas cette photo-là, c'est une autre, mais juste pour rebondir sur le volet culturel qui est quand même très présent. Puis la cité monastique, là, il y a plus de 500 moines et nonnes qui y vivent. C'est vraiment une expérience assez unique, je trouve, de pouvoir aller les rendre visite. Si on a de la chance, on peut assister à des cérémonies aussi. Donc, ce volet-là est très présent. Les marches sont quand même super intéressantes. Encore une fois, on s'approche des montagnes dans le pays Sherpa, on y va progressivement, on monte en altitude, on peut avoir des super beaux points de vue comme ça sur des 7000 enneigés. On est au Népal, donc la randonnée, on n'est pas sur un terrain plat, là, on s'attend à monter, descendre constamment. Donc pays Sherpa, ça reste une bonne mise en jambe aussi avant de faire la vallée de Tamé. On s'attend quand même à des marches d'à peu près 1000 mètres parfois de dénivelé quotidiennement, donc cumulé. Ce qui fait qu'on travaille fort les mollets.
Encore une fois, là, on a une bonne idée de nos campements en tout cas, en fin de journée. Oups, c'est quoi ça? C'est toi? Ah, ok. Donc, on a une bonne idée là, de la vie sur le campement. Donc, Pays Sherpa, on est en camping tout au long. On a, c'est ça, 10 jours, 11 jours de trek pour faire le tour, puis aller jusqu'à un lac sacré et revenir donc, via la cité de Tumtemcholi. Donc de belles rencontres Pays Sherpa, une belle introduction, une acclimatation qui est modérée, qui est justement en fait une altitude qui n'est pas exagérée, donc qui en fait un très très bon premier trek. Le genre de pont spectaculaire aussi qu'on retrouve souvent au Népal dans les différentes régions. Bon, là, je vois qu'il y a un doublon dans mes photos. Alors voilà pour le pays Sherpa. Puis ça me fait enchaîner avec la vallée de Tamé, qui est justement notre autre voyage un peu plus long, qui se situe à peu près dans la même région. On est dans la région de l'Everest. Là, je continue un petit peu parce qu'il y avait quand même beaucoup de photos dans le pays Sherpa pour donner une idée là, de justement de la végétation super dense. Puis donc la vallée de Tamé, on va venir s'acclimater dans le pays Sherpa. Donc cet itinéraire-là, c'est un itinéraire de 27 jours qu'on propose au printemps et à l'automne. Pays Sherpa, même chose, mais comme je disais, là, on a un départ spécial plutôt à l'hiver, fin d'hiver, début de printemps pour les festivités, mais sinon, vraiment, on y va printemps et automne. Donc, notre voyage vallée de Tamé, celui-là, c'est un 27 jours, c'est 18 jours de marche. On commence dans le pays Sherpa pour notre acclimatation, notre mise en jambe, avant de monter progressivement en altitude, puis d'aller rejoindre Namché et de rentrer ensuite contourner la vallée du Khumbu, qui est normalement la vallée pour aller rejoindre le camp de base de l'Everest. Nous, on va bifurquer pour aller du côté de Tamé, dans la vallée de Tamé, pour ensuite aller rejoindre le Renjo, Gokyo, la vallée glaciaire de Gokyo, et redescendre par la suite. Ce qui fait qu'on est dans un trek un peu plus long. On a une approche aussi des montagnes différentes. Là, on va vraiment aller s'approcher des plus hauts sommets pour aller avoir des vues magnifiques sur l'Everest, le Lhotse, le Choyu, etc. Donc, on est un petit peu plus proche, je dirais, des montagnes à ce niveau-là. Vallée de Tamé, est-ce que tu voulais enchaîner ou non pas encore? C'est bon? Ok. Donc, Vallée de Tamé. En fait, avant d'arriver à Vallée de Tamé, on passe par Namché, qui est quand même un point central, qui est super intéressant. Il y a un beau musée, on aime vraiment ça s'y arrêter. Et c'est vraiment comme la jonction. Donc, c'est sûr qu'en sortant du pays Sherpa, où on est souvent très isolé, on croise pas beaucoup de voyageurs. Namché, entre Lukla et Namché, on va croiser un peu plus de voyageurs parce que c'est un peu le sentier classique pour aller rejoindre ensuite le camp de base de l'Everest. Donc, on retrouve un petit peu plus de monde, plus de vie aussi, on voit les villages, c'est quand même super intéressant. Et ensuite, on va aller direction la vallée de Tamé qui s'est ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, qui était fermée avant ça au tourisme, donc peu fréquentée encore. Vallée de Tamé qui reste encore aujourd'hui relativement peu fréquentée versus d'autres vallées. On continue de dormir toujours en camping. On a parfois on dort dans les cours de certains lodges, oups, ce qui nous permet d'avoir quand même de pouvoir bénéficier le soir je veux dire des salles pour des salles à dîner ou à souper pour pouvoir être au chaud, quelque chose de plus chaleureux, disons en tout cas pour les soirées, mais on dort toujours en tente. Donc, au plus on s'approche, au plus on commence à dévoiler les plus beaux sommets. Donc là, on voyait, il y avait l'Everest. On va aussi voir la Madablam dans pas long. Donc, ça nous fait traverser plusieurs petits villages vraiment mignons. Tamé, il y a un monastère qui est très charmant aussi. On monte progressivement, comme je le disais, on passe vraiment entre 3005, 4000. On reste souvent de nuit à chaque endroit là pour vraiment s'acclimater dans la région de Tamé, puis avoir vraiment la chance de parfaire notre acclimatation. On commence à faire un bond en altitude. Et je passe un peu vite. Donc, le genre de petit village, la Tamé, qu'on peut croiser. On change complètement d'ambiance versus le pays Sherpa, là où on était vraiment dans une végétation beaucoup plus dense. Là, on change complètement d'ambiance. On continue de monter progressivement pour aller direction Arié. En fait, l'objectif, je dirais, le défi principal de ce voyage va être de rejoindre le Renjo, le col du Renjo, qui est notre point le plus haut du trek, à 5400 mètres à peu près.
Donc, ça va être vraiment de rejoindre ce col-là en passant par un petit village. Puis, donc là, on voit exactement, je vous parlais des lodges tantôt, quand on dormait dans la cour de certains lodges, bah, ça nous permet quand même, quand il fait beau, de profiter de l'extérieur et de l'intérieur en cas de mauvais temps ou si on veut juste aller se réchauffer. Donc là, c'est quand on est justement, on voit pas très bien, mais quand on dort du côté d'Ariel, on est vraiment dans la cour. C'est même pas, je veux dire, comment dire, c'est un lodge, mais c'est la cour en fait d'un éleveur de yak. Donc on est vraiment on est vraiment dans cette un peu ambiance un peu rurale, je dirais, qu'on retrouve de montagne. On monte progressivement pour aller rejoindre le col de Ranjo là qu'on voit présentement. Donc là, on se retrouve en complète autonomie avec notre équipe, avec notre équipement. On est vraiment en camping en pleine montagne avant d'amorcer le col donc à 5400 mètres, qui est vraiment spectaculaire. On n'est pas dans quelque chose de technique. C'est sûr que s'il y a de la neige au sol, bon, on pourrait avoir besoin de crampons, mais sinon, il n'y a rien de technique avec ce col-là. Arriver en haut, c'est vraiment une vue spectaculaire qui nous attend parce qu'on a vraiment pas tous, mais en tout cas plusieurs 8000 qui s'offrent à nous. Et les lacs, le troisième lac là, de Gokyo qui est d'un bleu turquoise assez extraordinaire. Donc ça nous fait une bonne journée de marche. On redescend ensuite pour aller rejoindre Gokyo, qui est un petit village finalement qui a été surtout je dirais construit pour le tourisme. Donc, c'est vraiment un ensemble de petits lodges qui sont vraiment aux abords du lac de Gokyo. Donc, on va y dormir une nuit en lodge ici avant de repartir en direction du cinquième lac, qui est un peu plus isolé. Et on va vraiment aller rejoindre quasiment la frontière du Tibet et rejoindre là aussi un autre 8000 mètres qui est le Choyu. Et pardon. Donc, on va vraiment aller passer 2 jours là-bas. Là, on voit le Choyu qu'on a en face de nous quand on va rejoindre le cinquième lac. Quasiment tout le long de la randonnée, on a le glacier Nguzumbatsu. Là, on est vraiment proche d'un glacier. Donc, ça donne vraiment une ambiance assez unique et spectaculaire. Là, je dirais que c'est un de mes wow personnels du voyage. Rien que pour l'emplacement, les campements qui sont, encore une fois, on se sent en complète autonomie dans un environnement vraiment isolé. Et ce qui donne, je trouve, toute l'essence et l'ambiance de ce voyage-là, de se retrouver au plus près des montagnes. Donc, quand on est chanceux comme ça avec une belle météo, bah, ça donne ce genre de soirée-là. Donc, après avoir profité de la région de Gokyo, ce qui fait qu'on va vraiment rester dans cette région-là, là, la vallée de Gokyo, à peu près, je dirais 4 jours. 4 jours entre 4000 et 5000 mètres. Quand on est au cinquième lac, on dort quand même à 5000 mètres. On aura quand même eu plusieurs journées avant, consécutives à ces altitudes-là, plus ou moins pour vraiment s'acclimater. Donc, ça se fait bien. Et ensuite, après Gokyo, bah, c'est le temps de redescendre. On va vraiment passer par Machermo, redescendre progressivement pour aller rejoindre. Là, on voit la Madablam au loin, qui est aussi une des montagnes les plus, en tout cas, une des plus belles et des plus photogéniques. On repasse par des villages comme le village de Kumjung au retour, qui est très charmant aussi, juste avant Namche. Puis on prolonge pour aller rejoindre Lukla, qui va être notre dernier point. On termine en lodge pour faire la fête, disons, et terminer notre trek, dire au revoir à l'équipe locale, parce que c'est de là qu'on quitte pas mal tout le monde pour reprendre l'avion en direction de Katmandou. Et je pense que ça a terminé. Ouais, ça a terminé ma vallée de Tamé, Pays Sherpa. Merveilleux. Je vais prendre quelques questions pendant que je fais une petite transition. Donc, les gens posent la question, est-ce que le Dolpo sera-t-il toucher le sujet? Aujourd'hui, non. Le Dolpo, pour plein de raisons, on s'y est aventuré dans le passé. On a fait des beaux treks dans le passé. On le laisse encore en jachère pour l'année 2025, mais c'est sûr que ça fait partie, c'est dans nos têtes, on y pense, c'est certain. C'est une région qui est superbe, mais c'est une région qui est un petit peu plus, qui demande beaucoup d'engagement en termes de temps, d'isolement, de coûts aussi pour les permis et tout. Donc, pour toutes ces raisons, avec le coût des voyages d'aujourd'hui, on le laisse de côté. Mais bon, si vous avez l'occasion de voyager au Népal par vous-même, je vous le conseille. Sinon, on nous dit, est-ce qu'on voit l'Everest? Oui, en fait, du col de Renjo, là, on a une superbe vue sur l'Everest. Même que c'est une perspective qui est intéressante, puisqu'il faut savoir que du camp de base
même de l'Everest ou du dernier village avant d'arriver au camp de base, l'Everest c'est pas ou peu visible. C'est-à-dire qu'il est tellement, on est tellement dans la verticalité qui est caché par ses petits voisins qui se nomment Nuptse et Lhotse. Donc, ça fait en sorte que non, on ne voit pas tant que ça. Fait que finalement, du col de Ranjo, c'est superbe, puis aussi l'opportunité de le faire du, oh, c'est moi, c'est l'autre. Okay. Du côté du Gokyuri, donc qui est un sommet depuis le village de Gokyu. Voilà, donc pour les questions, j'enchaîne avec le Manaslu. Donc cette année, on a fait historiquement le tour du Manaslu. On l'a fait plusieurs reprises déjà depuis 2002 environ. Cette année, avec notre désir d'être plus en immersion, notre désir d'être plus en, disons, de vivre le Népal d'autrefois, c'est-à-dire celui que les anciens ici chez Caravani ont pu découvrir à une époque que d'autres, plus anciens encore que nous, ont pu découvrir, c'est-à-dire un Népal peut-être moins affecté par le tourisme, moins occidentalisé, moins connecté. Ce désir-là nous a amené à essayer 2 nouveaux treks cette année qui sont des variables, en fait, ou des variantes là, ce que ça a été tout récemment dans le passé. C'est-à-dire qu'on faisait le tour du Manaslu jusqu'en 2023. On le projette en 2025, mais avec une concentration sur la vallée de Tsum. Donc, je vais rentrer un peu dans le sujet. Puis on a aussi la région du Kachenjunga et du Makalu à l'est en fait du pays, où on peut encore une fois retrouver ça, un Népal, je voudrais pas dire, moi je vais dire un Népal plus pur, plus authentique, malgré que ce mot est à risque d'interprétation. Voilà. Python, s'il vous plaît, Manon, le Python. OK, parfait. Donc, carte du tour du Manaslu, ce qu'il faut savoir, c'est que le Manaslu, c'est au centre, à peu près, du pays. Donc, on s'y rend par la route vers le village d'Arugat. Donc, pour vous repérer, peut-être sur une carte un peu plus large, c'est en direction de la ville de Pokhara, qui est la deuxième en importance du pays. Donc, on est à peu près au centre. La région voisine sur la gauche de l'écran ou à l'ouest est la région de l'Annapurna. Et à l'est, donc à droite, c'est la région du Langtang. Donc, on est vraiment situé entre les deux. Et si on explore un petit peu plus proche, puis on va vers l'est de cette carte, ou à la droite, à partir de Jagat, Philim, et un petit peu plus au nord, il y a une vallée qui part et qui se nomme la vallée de Tsum. La vallée de Tsum, sa particularité, avant de rentrer dans les détails de comment s'y rendre, sa particularité, c'est d'être une vallée, si vous voulez, qui est un peu isolée géographiquement, puis isolée aussi au niveau de l'accès par sa géographie. Donc déjà que pour aller dans la région du Manaslu, ça prend un permis d'accès restreint, donc qui est un permis particulier pour pouvoir y accéder. Mais la Tsum, c'est un ajout de ça. Donc on est vraiment dans une niche, si vous voulez, géographique. Et cette ambiance, en fait, on trouve que la vallée de Tsum nous permet justement d'être dans cette immersion qu'on vivait à une époque, là, c'est moins possible. La vallée de Tsum, une de ses particularités aussi ethniques ou culturelles, c'est que c'est un beau mélange entre des ethnies Rai, on va retrouver des ethnies Manang et des ethnies Tsumba. Donc, c'est un mélange entre les peuples du Sud, qui sont plutôt une espèce de mélange de religions bouddhiste, hindouiste, mais quasiment animiste, donc qui précède ces deux grandes religions-là. Et du même coup, la même chose avec les Tsumba, qui sont d'origine tibétaine, donc on retrouve du côté des Sherpas, mais qui ont très bien gardé le mode de vie tibétain, même la religion, le Bon, donc qui lui aussi précède le bouddhisme. Donc on est vraiment dans j'aime ça dire voyage dans le passé, voyage aussi en immersion, ce serait aussi l'ambiance de la Tsum. Donc, concrètement, pour s'y rendre, les périodes de l'année qu'on vise, c'est fin de l'été, début de l'automne,
il y a toujours cette ambiguïté-là climatique de plus en plus qui fait en sorte que la mousson peut durer moins ou plus longtemps. Ici, ce sont des photos prises plutôt à la fin du mois d'août. Donc, ce qui explique l'état des routes, mais il faut quand même s'attendre à des contrastes de température assez forts dans ce voyage-là. L'altitude moyenne sera entre 500 mètres et ça peut monter jusqu'à presque 4400 environ, donc un gros gap, disons. Et puis, au Népal, à cette période-là de l'année, il y a aussi d'immenses écarts au niveau des températures. Donc, on peut avoir un environnement pluvieux autant que très ensoleillé chaud. Donc, ici, on se balade dans le début de la randonnée. Oh, pardon, oh là là, ça part. Plutôt avec des parapluies pour se protéger du soleil que de la pluie elle-même. Bref, le parapluie fera partie de votre liste d'équipements. On va marcher de village en village. Bon, il y a des photos un peu historiques là, qui remontent à quelques années ici. Ça reste que l'ambiance est le même. On va camper sur les terrasses d'agriculture ou les terrasses attitrées à ça pour le camping au cœur même des villages. Donc, il y a cette immersion-là, forcément culturelle, qui est intéressante à ce niveau-là, puisque à la fin de nos journées de randonnée, qui vont durer, je sais pas, 6-7 heures environ, ben, on a ces moments-là où on peut regarder la vie, contempler, échanger, partager. Donc, il y aura ça beaucoup dans le volet ou le tronçon Manaslu avant de rentrer dans la Tume. Puis dans la Tume, ça sera aussi le même genre d'expérience. La nourriture aussi, par rapport à la région de l'Est, elle sera différente. Beaucoup d'influences du sud du pays. Je parlais tout à l'heure de l'ethnie Rai, on le retrouve dans la cuisine. Donc, on est plus dans l'univers indien, comme on peut peut-être avoir des références. Beaucoup plus en épices, beaucoup plus en variété, puisque le climat le permet. C'est très riche, très varié, très, disons, humide. Donc, plus de variété d'aliments qui passent. Photo qui va dans le sens de ça. La particularité, moi, que j'ai vécu dans le début du trek du Manaslu, dans toute cette région-là, là, entre 500 mètres et 2200, c'est littéralement d'être dans un Népal autarcique, donc avec tout le système de vie encore très présent. Les écoles, les monastères, les villages d'agriculture active. Il y avait jusqu'à récemment très peu d'infrastructures touristiques, c'est-à-dire des lodges, des restos, etc., qui dominent en fait le reste. C'est encore dans le penchant, on va dire, beaucoup plus, on rentre chez les gens, on rentre dans la culture locale plutôt qu'être dans une structure organisée pour le tourisme. Parce que c'est quand même la particularité à avoir par rapport à l'univers de la région du Khumbu à l'est du pays. Donc voilà, on peut assister à ça, à plein de rites selon les saisons. La particularité d'être aussi au mois de septembre-octobre, donc à l'automne, c'est les récoltes. Donc selon le type d'aliment qu'il y a là-bas, on va assister à ces récoltes-là, entre autres le riz, séchage du riz, séchage du blé. On va assister aussi à la vanaison. Je ne vais pas aller trop vite, là. Je ne vois pas ce qui s'en vient. Donc, la vanaison du blé, ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très beau à voir. Donc, on va secouer le blé dans l'immense tamis et le vent va emporter les imperfections, là. Donc, ça fait en sorte que ça, c'est comme un spectacle en soi. Taper aussi le grain. Donc, ça, c'est un rite qu'on retrouve surtout dans les cultures tibétaines. Donc, dans la Tsum, on va vraiment être là-dedans. Donc, selon la période de l'année exactement des récoltes, ça se peut que ça soit là. C'est un beau spectacle à voir. C'est aussi des fois un peu ennuyant parce que, écoutez, ils n'ont pas beaucoup, eux autres, de temps pour passer de récolte à l'hiver. Donc, ils commencent très tôt le matin. OK? Mais c'est rythmé. Ça tape un rythme constant. Donc, pour le sommeil, ça peut aller encore. Mais souvent, on commence à 2-3 heures du matin. Alors, voilà, amener des bouchons, hein, ça sera dans notre liste. Donc, on continue sur ce trek, donc on contemple la vie tout en marchant. Et un autre volet géographique, plus de ce côté-là, qui moi, m'a vraiment surpris, c'est l'aspect luxuriant du paysage. Peut-être que c'est pas quelque chose qu'on entend vraiment, qu'on perçoit du Népal, mais cette immensité, des vallées de rivières incroyables et tous ces chutes qui tombent
du relief très accidenté. Donc, quand on est à la fin de la mousson, au début de l'automne, c'est vraiment un paradis à ce niveau-là. C'est partout. Il n'y a pas de mot. Luxuriant, je pense que c'est vraiment le mot le plus significatif de ça, et très verdoyant aussi, puisque tout est en pleine hydratation. Donc, tranquillement, quand on s'entre dans la vallée de Tsum, il y a ça, ces villages, ces ponts, et là, on sera vraiment dans une vallée enclavée, si vous voulez, pour nous mener jusqu'au pied, éventuellement, d'un massif de montagnes qui fait partie de l'Himalaya, qui se nomme le Ganesh Himal. Puis là, attendez, je veux juste savoir si mes paroles suivent les images. Pas encore. Moi, je reste encore dans l'ambiance verdoyant, village, rencontre, c'est la grosse particularité. Là, je suis rendu un petit peu trop loin du côté du Manaslu, mais genre, on n'a pas beaucoup d'images là-dessus, pour être honnête, en particulier. Hein, ça prend quelques petits secrets, justement, pour tout savoir d'avance. Mais en gros, la Tsum, c'est ça, c'est des rizières, immenses rivières, vallée enclavée, comme j'ai dit, avec ces chutes d'eau un peu partout. Puis on arrive à imaginer une chaîne de montagnes au bout de la vallée. Je vais y arriver dans quelques photos. Ça, c'est l'univers plutôt tibétain qu'on va retrouver au fin fond de la vallée de la Tsum. On n'aura pas ce type de paysage tout à fait de haute montagne, mais presque. Ah, il va falloir faire le ménage avant. Bon, ça peut ressembler à ça avec le Ganesh Himal, c'est un enchaînement de montagnes qui peut culminer autour des 7000 mètres. Et au pied de ce massif de montagnes-là, on va retrouver deux monastères importants, le Ranchen, le monastère de Ranchen ou la Gompa de Ranchen, et la Gompa, monastère de Mu. Donc, ce sont deux monastères qui abritent des moines et puis qui sont des lieux vraiment de réclusion géographique pour la spiritualité, la méditation. C'est certain que la simple géographie des lieux incarne vraiment beaucoup ça. Donc, ça sera, si vous voulez, notre quête pour ce trek-là comme aboutissement géographique. Puis après ça, ben, on va revenir par d'autres versants de la vallée, par d'autres alternatives de sentiers. Et on fait en sorte une genre d'aller-retour avec variables dans la Tsum. Ce sera un voyage donc qui sera de 15 à 16 jours. Il sera en ligne sous peu. C'est une nouvelle création puisque le but ici, c'était de reprendre l'idée du pays Sherpa, d'être en immersion culturelle, puis aussi de retrouver ce que nous, on considère le vrai Népal. Donc, la Tsum incarnait parfaitement ça, pour toutes les raisons énumérées. Voilà, donc, et donc après ça, on revient. On est à la toute fin, on revient un peu sur le trek des Annapurna. Donc, ça, c'est une autre particularité. Ah non, c'est faux. On ne revient pas sur le trek des Annapurna. J'ai rien dit. Donc, voilà. J'enchaîne tranquillement avec le dernier. Donc, ça, c'est la halte possible à Pokhara. Donc, Pokhara, je parlais tout à l'heure qui est la deuxième ville en importance du Népal avec son immense lac qu'on appelle le lac Phewa. S'il fait beau, si vous avez un ciel découvert, on peut voir la chaîne des Annapurna et même le Manaslu. Voilà. Il y a le Kachinjunga, Makalu. On n'a pas vraiment l'image. Il est plus loin, en fait, c'est ça. Donc, si je n'irai pas m'explorer ça, à moins que je passe rapidement le Méropique. Sinon, regarde. Posez-nous vos questions pendant ce temps-là. Juste une transition. On est désolé, on a fait des changements récemment aux itinéraires pour les améliorer, puis le diaporama n'a pas suivi. Kachinjunga. OK. Ah oui. Kachinjunga. Donc là, on part vers l'est. C'est un voyage qu'on a fait avec Caravani en 2017, qui s'est avéré vraiment une superbe expérience. Le Kachinjunga, c'est un 8000 mètres qui est situé à la frontière du Sikkim, du Tibet et du Népal. C'est le troisième plus haut sommet de la planète. Et c'est une région, justement, il y a des peuples en lien avec le peuple Sherpa, avec quelques variations linguistiques, mais bon, ça reste un peu la même ambiance. Puis c'est beaucoup moins fréquenté. Donc, c'est ce qui nous intéressait là. Donc, l'esprit de ce voyage-là, c'est plus comme on l'a fait en 2017, c'est-à-dire de rejoindre
Le camp de base du Kachinjunga, donc d'être en très haute altitude, c'est plutôt de relier en fait la région de cette montagne-là jusqu'à celle du Makalu, qui est un autre grand 8000 mètres de la planète, le cinquième plus haut. Donc, c'est de rejoindre ces deux régions. Et puis le Makalu, en plus, c'est un parc national, un peu comme l'Everest, donc on appelle le parc du Makalu-Barun. Donc, vraiment deux régions très riches, très variées. Et puis, immersion aussi dans le paysage montagnard. Donc, en fait, ça commence très doux, en basse altitude, autour de 1000, 1500, 2000 mètres. Et le défi de ce trek-là, ça sera un col qu'on appelle le Lumba Sumba Pass et qui, lui, est autour de 5200 mètres. Donc, je pense que c'est 5175, j'ai vu ça récemment. Donc, on va avoir un défi montagne à partir de ce moment-là, une immersion montagne très forte. Donc, ça donnera une autre palette à la couleur de ce trek pour redescendre finalement dans la région du Makalu. Quand je dis redescendre, c'est redescendre géographiquement. Donc, qui dit trek en altitude dit aussi conditions qui peuvent aller avec. Il faut savoir que dans tous nos treks, quand on dépasse les 4000 mètres, c'est un engagement quand même significatif en termes de capacité d'acclimatation, en termes de capacité aussi cardio-respiratoire, puisque, bon, c'est limité puisqu'il y a un manque d'oxygène. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. Mais pour les rendre un petit peu plus accessibles, ces treks-là, je parle de la Tsum ici et de celui-ci, on a quand même baissé le niveau moyen d'altitude en changeant les tracés d'itinéraire. Donc, ce trek qui relie les deux parcs, les deux régions, est globalement en moyenne altitude autour de 2500-3000 mètres. Donc, déjà beaucoup plus accessible et plus simple à vivre, je vous dirais, par le fait qu'il est plus bas. Donc, voilà. Et puis, il faut savoir qu'en image, là, on aboutit au pied du Makalu, qui est une superbe montagne qui domine, en fait, qui est voisine de celle de l'Everest. Et puis voilà, c'est une boucle qui devrait durer autour de 18 jours de marche. Oui, oui. Voilà. Donc c'est ça. Donc, si on résume un peu les 4 traits qu'on vous a présentés, on en a 4. 4. 4 plus 1, ton Mérapic, mais qui sera plutôt présenté dans une autre conférence de cette plus belle. Oui, on a le Mérapic, pour ceux qui avaient un intérêt pour le Mérapic. Je le présente jeudi prochain, en fait, le 21, dans le cadre de nos voyages de montagne qu'on appelle nos 7 plus belles montagnes. Donc, pour revenir à ces treks-là, en conclusion, on en a 2 qui sont à caractère vraiment un mélange, en fait, entre la randonnée et l'immersion culturelle, donc le pays Sherpa et la vallée de Tsum. Pays Sherpa, on est à l'est du pays, on est dans l'univers de l'Everest quand même, on est dans un univers aussi de paysages de montagne très vertical, avec une altitude moyenne autour de 3000-3500 mètres, versus la Tsum, où on est encore plus, je trouve, en réclusion géographique, et avec une altitude certainement moyenne autour de 2500 mètres, environ 3000, avec des points culminants toujours significatifs à 4000-4500 dans les deux cas, mais une autre culture. Ensuite de ça, on a notre grand trek pour aller voir les plus hauts de la planète, la vallée de Tamé, donc l'Everest par la vallée de Tamé, avec le col de Renjo, etc. On va passer plusieurs journées en haut de 4500 mètres. C'est un grand trek qui dure 25 jours sur place. Donc, c'est notre plus grande aventure, si vous voulez, de rando là-bas. Puis, ben, c'est tous les plus hauts sommets, ou du moins dans les plus hauts sommets de la planète. Puis notre trek nouveau qu'on va relancer, on va sortir sous peu, donc le Kachinjunga au Makalu. C'est un mélange de tout ça. C'est plongé dans l'univers des 8000 aussi parce que le Kachinjunga et le Makalu en sont, mais dans un univers moins fréquenté. Voilà un peu puis avec une altitude aussi moindre en comparaison avec celle de l'Everest. OK. Quand les dates vont sortir, Vallée de Tamé, c'est en cours. Ça devrait être sur le site d'ici la semaine prochaine, grand max. En fait, j'ai la date pour l'automne, donc ça devrait être mis à jour sur notre site bientôt.
Et la région de Macalou, ça devrait sortir aussi d'ici fin novembre, début décembre. On se donne pour objectif juste avant les fêtes pour sortir vraiment sur le site la vallée de Tsoum et Macalou pour l'automne 2025 déjà. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment, on en prend. Sinon, il faut savoir que comment se préparer un trek Kachinjuga date. Bah, c'est ça, ça va être la date, bah, ça va être pour l'automne 2025. Donc le premier départ sera certainement en novembre 2025. Voilà. Parfait, OK. C'est elle qui décide. OK, merveilleux. Il faut savoir aussi, je prends les questions en même temps, mais juste parler au niveau de préparation ou difficulté. La difficulté là-dedans, c'est évidemment de marcher en altitude et de marcher longtemps. Donc, c'est plusieurs jours consécutifs. Nos treks, là, si on parle du pays chaque pas, c'est 12 jours de randonnée consécutive. La Tsum, un petit peu plus, puis ça va aller jusqu'à 18 jours consécutifs. Donc, il faut quand même avoir ça en tête, sachant toutefois que, évidemment, l'être humain est une bébite qui s'adapte dangereusement bien. Alors, on s'y fait à ce rythme-là, même on en redemande. On le gère aussi de manière à ne pas épuiser les gens pour justement gérer ça sur l'ensemble de la durée du voyage, mais ça demande quand même une endurance physique, certes, une endurance mentale aussi, puisque d'être aussi longtemps dans des conditions, somme toute, sommaires, hein, par le fait qu'on est en campement majoritairement, par le fait qu'on est en collectivité, on est dans un environnement qui peut être avec des extrêmes de température, que ce soit la chaleur, l'humidité, le froid, le grand froid, eh bien, on est dans les éléments. Donc, il faut être habitué à cette gymnastique-là, des treks en itinérance avec camping. Donc, ceux qui ont de l'expérience là-dedans, c'est un plus. Ceux qui en ont moins, ben, il vous reste encore quelques mois devant vous ou plus. Donc, let's go. Puis sinon, ben, il y a le volet altitude qui, lui, est tellement relatif à chacun. Mais donc, dans les rencontres pré-départ qu'on fait, et même en amont de ça, on a des guides de préparation, des guides papier ou PDF pour bien vous préparer à ces défis-là que vous allez faire face. Donc ça fait partie de notre soutien, disons, dans la préparation de ces voyages. Voilà, pour vos questions, il reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous êtes dans le mode des pauses classiques midi à 13 heures. Je n'ai jamais connu ça personnellement, mais ceux qui le sont, tant mieux. Ceux qui sont à la retraite, encore mieux. Et ceux qui vont nous écouter en différé, écrivez-nous. Donc, écrivez-nous à nos adresses personnelles. Donc, de mon bar, c'est fx@caravanier avec un s.com. Ophélie@caravanier.com. Voilà. Donc, au plaisir d'en parler. Ouais, merci à vous.